Bonjour et bienvenue à cette émission sur les saveurs de Portneuf. Aujourd'hui, on vous présente les fiers propriétaires de l'entreprise familiale Élevage bovin Saint-Gilbert, des producteurs de bœuf de grande qualité qui offrent une grande variété de coupes et de produits transformés. Bonne émission! C'est mes parents qui ont parti ça en 82, ils sont encore impliqués dans l'entreprise à ce jour. En 82, un petit peu avant, j'imagine, ils rêvaient de s'en aller en agriculture parce qu'on habitait à Montréal. Les deux avaient des emplois en informatique à cet endroit-là. Puis il leur est venu le rêve de partir en agriculture. Fait qu'ils ont visité des fermes un peu partout au Québec avec toujours dans l'idée d'avoir la chance de travailler dans un grand centre. Fait qu'ils avaient regardé autour de Trois-Rivières, autour de Montréal, puis finalement, c'est ici qu'on a abouti à Saint-Gilbert, qui est relativement près de Québec. Donc, la ferme a débuté en 81 ou 82, puis eux ont continué à conserver leur emploi à Québec en informatique, au gouvernement, tous les deux. C'est ça. Ça en est venu à ce que moi, je travaille tous mes étés comme emploi d'été sur la ferme, puis je me suis mis à aimer ça. Fait que j'ai fait mon cours j'ai terminé en 99 un cours au Cégep Lévis-Lauzon, une technique de gestion exploitation d'entreprises agricoles. Je me suis établi sur la ferme avec mes parents en 99. C'est à ce moment-là qu'on a formé la société qui s'appelle Élevage bovin Saint-Gilbert, SENC. C'était une chance, en s'établissant à Saint-Gilbert, mes parents devaient avoir regardé quand même la qualité des sols, mais vraiment, on est bien tombé. C'est un sol qui est pas de roche, une bonne qualité, bonne fertilité. Justement, le centre du village, c'est à peu près l'endroit le plus fertile pour les terres à Saint-Gilbert. Puis, chanceux aussi parce que par la suite, le 3 arpents de large, un arpent, c'est pas loin de 200 pieds de large, qui avait comme achat initial. Ensuite de ça, on a eu des opportunités d'acheter le voisin 4 arpents supplémentaires, puis l'autre voisin 5 arpents supplémentaires d'année en année. Tout ça, à chaque fois, c'est par 30 arpents de large. Ça fait maintenant, avec d'autres morceaux qu'on a achetés ailleurs dans le village, ça nous fait une superficie de pas loin de 200 hectares, qui est peut-être plus facile comme mesure pour les gens. 200 hectares possédés. Là-dessus, on a un petit peu de boisé qui nous baisse un petit peu. Là. On doit être à peu près à 170 hectares en culture, plus quelques cultures qu'on loue d'autres voisins là, pour compléter les besoins alimentaires, là, la quantité de foin qu'on a à faire pour nourrir les vaches l'hiver. Parce que la partie ici, on fait un peu de foin pour l'hiver, mais c'est beaucoup les animaux là, qui vont de parcelle en parcelle. On fait une belle gestion de ça pour qu'il y ait un bon gain de poids. Les animaux tournent de champ en champ. Donc, visuellement, vous avez des terres jusqu'à là-bas, vous avez des terres de l'autre côté. Comment ça fonctionne? C'est ça. En profondeur, on va presque juste, pas les premiers arbres, mais la plus loin, la forêt. Là, on arrête juste un peu avant. En fait, il y a une porcherie qu'on voit à l'autre bout. On arrête à peu près 5 arpents avant. Là. Puis en largeur, les 3 tours d'hydro qu'on voit sont chez nous, plus un petit peu plus large. Là. Ça donnerait un aperçu de le plus gros bloc de terre qu'on a, c'est ici, plus les autres petits morceaux qu'on avait ailleurs. Là. Ils ont beaucoup de place, mais ça mange terriblement. C'est impressionnant. Là. Une parcelle, je sais pas, on voit un petit brise-vent là, la clôture là. Si on met tout le troupeau ici, c'est une journée puis tout est mangé. Là. Okay. Vraiment, vraiment. Là. On a installé un réseau d'eau qui alimente des abreuvoirs qu'on met un peu partout pour que les vaches aient accès à de l'eau propre. C'est la même eau que nous, on boit à la maison. Là. Il y a l'aqueduc à Saint-Gilbert. Peut-être un autre bon coup d'habiter à Saint-Gilbert. C'est ça. Fait que les animaux ont toujours des bassins à chaque endroit parce que ça détruit un peu les rivières. Là. D'ailleurs, c'est rendu une réglementation que les animaux ne peuvent plus avoir accès aux rivières. Mais on avait protégé nos cours d'eau longtemps avant la réglementation.
contrairement aux productions laitières, à partir qu'il y a de l'herbe dans le champ, il n'y a plus d'horaire quotidien en termes. Un producteur laitier, les vaches sont à l'étable pour la traite, ils vont au champ, ils reviennent le soir. Dans notre cas, on a un peu une routine tout l'hiver, pendant les vélages, pendant que les animaux sont tout au bâtiment. Mais une fois qu'ils sont à l'herbe, c'est un gros avantage de la production vache-veau par rapport aux productions laitières, c'est que là, ils font ce qu'ils veulent. Là. Okay. La seule affaire qu'on a à surveiller, c'est de les mettre dans un champ puis de se dire, bon, y en a-tu pour une journée, 2 journées ou 3 journées? Puis là, peu importe le moment de la journée où ce que ça arrive, quand il commence à en avoir moins, on change de champ, souvent on change de bassin d'eau ou en fait, il faut l'avoir préparé à l'avance parce que quand il fait chaud puis qu'ils ont manqué d'eau, ils vont nous vider notre bassin puis là, ils vont le bousculer, mais en tout cas. Fait que comme plan quotidien, notre horaire quotidien, il n'est pas lié tant que ça aux animaux l'été. Notre horaire quotidien, il est lié à si on veut faire du foin demain après-midi ou cet après-midi. Bon, ben là, est-ce qu'il restait le champ à faner pour qu'il sèche plus, puis commencer à racler pour faire les lignes, les andins pour que la presse à balle ronde puisse ramasser ça, puis arriver au bout de la journée, puis qu'on puisse aller coucher les enfants, puis... Fait que c'est plus comme horaire quotidien, le vache-veau, on est moins pris là, par rapport à ça. Aussi, si on a à sortir une fin de semaine, les producteurs laitiers, il faut qu'ils se fassent remplacer. Là. La traite, c'est soir et matin, 365 jours par année. Nous, tu sais, si on veut partir, on les met dans de l'herbe, puis on est correct là, une couple de jours. Là. C'est ça. Mais d'un autre côté, pour arriver à avoir le même revenu, ou un revenu décent pour faire vivre une famille, ça prend à peu près 3, 4, 5 fois plus de vaches qu'un producteur de lait. Parce que le revenu d'une vache à bœuf, il n'y a rien d'autre là, à part le veau à chaque année. Puis les prix, c'est un cycle. Fait que, tu sais, c'est grosso modo, avec les mauvaises années, on a de l'aide de l'État, mais c'est pas plus que 2000 $ par tête brute, moins toutes les dépenses. Fait que, tu sais, pour qu'il reste un salaire, ça prend beaucoup. Dans le lait, c'est à peu près 5 fois plus que ça, le revenu brut, mais leurs frais sont un peu plus importants quand même. Présentement, vous avez combien de bêtes? Là? On a un troupeau de 80 mères qui donne à chaque année un veau. Là, présentement, on a les 80 mères, les 80 veaux. Puis à chaque année, on élève une trentaine de veaux femelles nés l'année d'avant qui deviennent soit du remplacement pour remplacer les vaches qui vont mourir ou qu'on va réformer à chaque année. Plus, on a quand même une bonne qualité génétique de vaches. Le croisement qu'on fait aussi de la cimentale, les vaches sont cimentales pur sang avec les Angus, c'est très en demande comme femelles. Ça fait que les femelles qu'on élève ont réussi à en vendre à un prix intéressant à d'autres éleveurs pour eux remplacer leurs vaches là, dans leur troupeau. Là. Quand on parle des foins, vous en faites sur combien de superficie? Puis ça vous faites ça combien de fois dans l'été? On fait ça presque en continu. La première coupe se termine, puis la deuxième commence, puis on en a les meilleurs champs de luzerne, on réussit à faire 3 coupes. Ça veut dire, dépendamment des années, début juin, on commence les foins. Si ça va bien, au début juillet, on avait presque tout fini, mais après ça, il n'y a plus. Fait qu'entre le 1er juillet et le 15 juillet, on n'a presque rien fait. Les derniers champs ont été faits le 15 juillet, puis presque immédiatement après, on a commencé la deuxième coupe. Là, on est au milieu de la deuxième coupe de foin. On fait au-dessus de 2000 balles rondes de 4 pieds de diamètre pour nourrir tout le troupeau l'hiver. Ça, c'est la même chose. La technologie vous a aidé aussi à accélérer les choses. Oui, c'est ça. Bien, au début, quand on a commencé, mes parents avaient juste une presse à balles carrées, puis même pas le lance-balles. Okay. Parce que tous ceux qui sont restés avec les presses carrées, puis même il y en a de moins en moins, au moins au champ, tu n'avais pas besoin de personne qui plaçait les balles. Fait que nous, souvent, quand j'ai été en âge de conduire, ce qui a été assez tôt, je ne sais plus quel âge, c'était moi qui étais en avant, parce que je n'étais pas assez fort pour manipuler les autres affaires. Fait que mon frère, mes parents plaçaient les balles dans la voiture. Fait qu'on avait à les charger et les redécharger à l'étable, chaque petite balle.
Comme bâtiment, quand mes parents ont acheté, il n'y avait que cette étable-ci, puis une petite partie de la grange qui est par là-bas. Il y a eu des gros travaux qui ont été faits, entre autres pour qu'on puisse alimenter aux balles rondes, parce que la largeur de l'étable étant ce qu'elle est actuellement, ça aurait coûté plus cher, j'imagine, agrandir ça. Les vaches, quand mes parents ont acheté, étaient dos à dos. La chaîne d'écureur, là, qui est le gros trou qui passe tout le tour pour sortir les déjections animales, était au centre, les vaches dos à dos, comme je disais. L'avantage d'avoir retourné les vaches de côté, ça nous a permis d'installer une balle ronde qui peut se promener ici en prenant seulement un seul corridor d'alimentation. Fait que ça a été des gros travaux, tout casser le béton, rechanger la chaîne d'écureur d'endroit. Puis même quand on a acheté, c'était des divisions en bois, c'était pas aussi, on peut dire propre, mais en tout cas, ça reste une étable qui est quand même pas laitier. Dans le laitier, là, c'est vraiment important pour la qualité du lait. Nous, finalement, c'est la viande qu'on mange. C'est pas trop grave s'il y a une petite saleté. Donc, je ne sais pas à quelle année, on voit dans le béton qui est décrit 1969, mais c'est peut-être même pas l'année. C'est peut-être l'année que ces gens-là avaient coulé le béton là. Fait que l'étable doit avoir pas loin de 100 ans là, ici. C'est ça. C'est l'étable qu'on appelle chaude. Il n'y a pas de chauffage ici. C'est juste la densité des animaux. Il y a de la place pour attacher 25 vaches. Puis quand il fait froid, il faut qu'il y ait 25 vaches ici. Sinon, ça va geler. Puis les abreuvoirs, contrairement à notre autre étable, qui est une étable froide, les abreuvoirs ne sont pas chauffés. Ça fait que ça prend assez de vaches pour maintenir la température au-dessus de zéro. On se sert de cette étable-ci pour les vélages. On se sert du fait qu'elle est chaude. Les veaux naissent, dans notre cas, à partir de... Le plus gros des vélages, c'est de janvier-février. On a le 2/3 des 80 vaches qui vont véler dans ces mois-ci. Les plus froids de l'hiver, finalement. Fait, on les fait véler ici au chaud. La vache peut véler soit attachée, puis on met beaucoup de paille en arrière d'elle, puis on passe régulièrement, fait qu'on trouve des petits veaux, puis on les aide à boire immédiatement, ou on peut mettre la vache qui s'approche de son vélage dans des enclos qu'on a comme ça. On en a 4 grands enclos. Souvent, la vache se débrouille tout seul. En général, les vélages vont bien, on n'a pas à intervenir. Puis c'est ça, elle peut déjà s'occuper de son bébé. Il y a quand même beaucoup de vélages qui se font attacher parce que, comme je disais, janvier et février, il y a 60 jours, puis il y a presque un veau par jour là, dans ces... Savoir laquelle exactement va véler qu'on pourrait mettre dans ces enclos-là. Puis ensuite, les enclos servent aussi à, si j'ai pas une vache qui est là avec son petit bébé qui vient de naître, je m'en sers parce que la première ou les 2 premières semaines de vie du veau, on l'habitue, c'est nous qui l'habituons soir et matin à venir boire à sa mère. On fait juste le placer, puis il se débrouille tout seul. Il y en a qui ont de la misère des fois, ça nous permet de l'aider à attraper un crayon qu'il va moins aimer. Là, nous autres, on veut qu'il boive les 4 crayons parce que quand il va être rendu au champ, il va avoir besoin de tout le pied. Là. Au début, la vache donne en masse de lait, même trop. Surtout qu'on a des vaches cimentales, c'est la vache de boucherie qui donne le plus de lait. C'est entre autres pour ça que mes parents avaient choisi cette race-là initialement quand ils avaient fait leur recherche. Donc, on veut que le veau puisse s'habituer à boire à tous les crayons de la mère dès qu'il est né. Une fois qu'il y a 2 semaines, 10 jours, 1 semaine, même des fois quand ça roule trop vite, il peut sortir avec sa mère, puis là, il va avoir accès à sa mère autant qu'il veut dans l'étable froide qu'on va aller voir par la suite. Là. Okay. On regarde aussi, il y a quelques tuyaux, dans les tuyaux d'eau. Ouais. J'aimerais qu'on en parle un petit peu. C'est ça, ça nous permet d'avoir de l'eau partout dans l'étable, la même eau là, qu'on boit à la maison, la même eau qui va au champ. Fait qu'elle rentre dans l'étable ici, puis elle est redistribuée dans des tuyaux qui partent vers le champ directement. Ici, nous autres, le troupeau, on n'est qu'au foin, là, dans le fond. Okay. On fait des champs de blé qui nous servent à renouveler les parcelles, parce qu'un champ qui pousse toujours au même endroit, à un moment donné, les rendements baissent trop. On se trouve à renouveler les champs à tous les 5 ans. On fait un semis de prochains gazons, de prochains fourrages qui va pousser. Le blé sert comme plante-abri pour donner une chance que ce champ de foin-là pousse sans que les mauvaises herbes poussent plus vite. Le blé pousse plus vite. Puis le gros avantage de faire la céréale, qui est le blé, c'est la paille qu'on va chercher
Ici, on en met un peu dans le dallo, comme je disais, mais dans les étables froides, ça prend, puis dans les enclos, ça prend une quantité assez importante de balles. Les mêmes balles rondes qu'on parlait, les 2000 pour alimenter en foin le troupeau, ça en prend en plus de ça 4 à 500 grosses balles comme litière, c'est où ce qui se couchent là, les animaux. OK. Les autres étables, on rajoute pour que ça soit propre puis confortable. Fait que ça faut faire le blé nous sert à ça. Là, j'ai commencé, j'avais vu des conférences sur qu'est-ce qui donnait le plus de paille, puis ça doit être une vieille plante, mais ça commence comme type, ça commence à être utilisé en agriculture pour faire de la paille, c'est le panique érigé. Puis là, j'ai des champs que c'est leur 3e année, là, puis c'est pour faire de la paille, puis éventuellement peut-être arrêter de faire même le blé, là. Ah ouais? Oui, parce qu'une fois qu'on implante du panique, c'est bon 15-20 ans sans avoir à y retoucher, là. Si on est dans une des étapes froides, comme on disait, on a des étapes chaudes, des étapes froides. Les étapes froides, c'est quand il n'y a pas assez d'animaux puis que le volume d'air est trop important pour réchauffer la bâtisse, mais c'est souvent des étapes qui sont plus confortables pour les animaux parce que c'est fait pour vivre, c'est capable de vivre au froid quand même, sauf quand ils viennent de naître, là, les animaux. Et ça, c'est une partie de la vieille étable, hein? Oui, le mur qu'il y a là, c'est où s'arrêtait l'étable initiale. On a quand même rénové, refait le béton, puis rehaussé le toit pour le solidifier, mais c'est des parties qui sont étapes froides, comme je disais. On met souvent ici les animaux qui sont les animaux de remplacement, là, les tares qu'on élève pour vendre ou pour remplacer nos vaches de notre troupeau. Comme ça, ici, ils sont bien. C'est ici que ça prend beaucoup de paille. Il faut rajouter de la paille pour que ça éponge le fumier puis qu'il soit confortable. On a fait ça, c'est tout en neuf, là. C'est assez récent, des barrières qui nous permettent d'attraper un animal si on veut l'attraper, puis on a une manipulation, un vaccin à faire et on peut armer le mécanisme. Pour l'instant, ici, on a des animaux. Une maman qui a un petit veau, c'est le dernier né de l'année, il était né en fin mai. Il y a un problème de patte, là, il doit s'être fait bousculer, fait qu'on le garde au repos ici pour pas qu'il ait à suivre tout le troupeau là-bas. Puis le taureau aussi, à un moment donné, on les met au repos pour ne pas avoir des vélages à l'année non plus. À un moment donné, on veut que les vélages, qu'il n'y en ait plus. Fait qu'on enlève le taureau à ce moment-là. C'est des enclos qui peuvent comprendre combien d'animaux à peu près? À l'hiver, ici, on met, si des vaches avec des veaux, ça serait 10 vaches, 10 veaux. Ici, si on voulait mettre des tares, ce serait peut-être une quinzaine. De l'autre côté, on met une trentaine de tares quand c'est des tares. Mais les groupes d'animaux, on les bouge un peu en fonction de nos besoins. C'est ça. Ici, on est dans la principale étape froide. C'est ici que les animaux sont à l'hiver. Ici, c'est les vaches qui sont soit en attente que ce soit leur tour pour aller véler. On sait en fonction, le vétérinaire vient à chaque année, on passe toutes les vaches, il fait un test de gestation par palpation, puis il nous dit, bon, telle vache est gestante, c'est une bonne nouvelle. Puis ensuite, il essaie de nous dire quand elle va véler, janvier, février, mars ou même avril ou mai. Ça, on en a des fois jusqu'en juin, là. C'est ça notre période de vélage. Puis aussi, nous, on essaie de voir le taureau en action, puis on prend en note la date de la saillie. Fait que ça nous permet de savoir quelle vache on va rentrer en premier, qui va avoir leur veau à l'étape chaude où on était tantôt. Puis les autres restent ici. Puis au fur et à mesure que les vélages avancent, bien là, les vaches dont le veau se débrouille, qu'il y a une semaine ou deux, il peut sortir libre avec sa maman toute la journée en attendant d'aller à l'herbe quand l'herbe va pousser. Puis là, c'est les prochaines qui vont véler, qui vont rentrer à l'intérieur. On a bâti l'étable ici en 2000. Avant ça, j'avais fini mon cours en 99, mais on grossissait le troupeau là, pendant que j'étais aux études. On a été un bout de temps, 2 hivers où on avait 2 étables chaudes. Puis les étables chaudes, je l'ai dit un peu, c'est beaucoup plus d'ouvrage parce que là, chaque vache est attachée, il y a l'écureur à chaque jour, la nourrir avec la balle ronde. Tandis qu'ici, toute l'alimentation peut se faire au tracteur, le fumier peut se pousser au tracteur. Fait qu'on a eu ça là, pendant 2 années qui ont été un peu plus difficiles.
Puis là, on a pensé à nos affaires, puis on s'est dit non, ça va être une étable froide qui va être le plus avantageux. Comme ça, ici, on peut stocker, on pourrait mettre jusqu'à même plus que 60 vaches, en plus des 25 qui sont dans l'étable, plus les autres petites étables qu'on avait. S'il fait moins 30 dehors, il fait moins 30 ici. Les veaux vont déjà être nés au chaud en dedans. Quand on les amène ici, c'est qu'ils sont amplement assez résistants pour résister au froid qu'il y a ici. En mettant beaucoup de paille aussi, ils vont rester. Des fois, ils restent tranquilles, puis mais ça peut vivre en masse. Il y a des troupeaux que c'est dehors, là, pas de toit, puis ça doit être plus tough, là, parce qu'ici, ils n'ont jamais les précipitations. Puis c'est même, quand je disais c'est mieux les étables froides, c'est la qualité de l'air. Les ouvertures, c'est pas grave s'il y a un peu de neige qui rentre, ça fait une circulation d'air. Tout le mur aussi, les planches sont ajourées parce que tout ça, puis on a comme une cheminée, on voit le soleil en haut, fait circuler l'air, puis il n'y a jamais d'humidité qui reste ici. Puis c'est vraiment l'humidité qui peut plus les affecter là, en termes de maladies puis d'inconfort. L'allée qu'on est là, que j'imagine que vous allez avoir des images tantôt, nous permet de mettre les balles de foin pour 2 ou 3 jours. On met des balles de foin, puis une fois que c'est tout mangé, avant de remettre d'autres foins, on peut circuler en tracteur, puis le tracteur traîne une machine qui déchiquette nos balles rondes de paille. La déchiquette, puis comme un souffleur à neige, souffle la paille, puis c'est ça qu'on voit au plafond. Les filaments, là, c'est quand j'ai mal visé ou que j'ai essayé d'en envoyer au fond. Ça refait leur litière. Fait que ça, régulièrement, on en remet. L'hiver, pour qu'il soit confortable puis au chaud. Puis au dégel, c'est d'autant plus important parce que là, quand il commence à faire chaud ou avant qu'il fasse froid, le fumier a tendance à ressuinter en surface. Fait qu'on rajoute ça, puis les petits veaux, puis les vaches sont confortables. Puis là, on se disait tantôt que c'est tout nettoyé au complet? Oui, nous, on se trouve à nettoyer, là, ça paraît mal parce que c'est sale, mais ça, c'est régulièrement nettoyé pour pas que ça s'accumule parce que l'endroit où elles mangent, il y a 75 de leur déjection se fait là, ça viendrait trop haut si on ne vidait pas. Fait que tout ça, on pousse vers la fosse à fumier qui est par là-bas. Mais le reste est sur accumulation. Tout l'hiver, on rajoute des couches régulièrement, une couple de fois par semaine, de la paille, puis leurs déjections se font là. Puis ça, c'est vidé une fois par année directement au champ pour fertiliser nos champs. De même que le tas de fumier qui est en arrière de nous, qui vient de l'étable chaude et de cette partie-là, est envoyé au champ. C'est intéressant aussi de voir à l'arrière de nous, il y a la fosse, c'est spécial aussi, c'est du nouveau genre, on pourrait dire. Oui, bien maintenant, c'est de plus en plus commun, mais quand on l'a fait, on est les premiers à Saint-Gilbert qui a fait ça. La réglementation est même venue par la suite, mais nous, on voyait bien que c'était pas, premièrement, pratique pour charger notre fumier. Là, ça devenait vaseux, puis c'était difficile à charger, mais aussi, juste en arrière de nous, il y a la rivière, là, un petit bras de la rivière Chevrotière. Fait que veut pas, le jus, là, c'est par gravité, il descendait à la rivière. Fait qu'en voyant ça, nous, on a dit, il faut faire quelque chose. Puis on a fait la bâtisse qui est étanche. Tout le fumier se ramasse là, le jus reste là. Puis c'est de là qu'on charge directement à l'épandeur pour fertiliser les champs. Puis notre fumier, en plus de ce qui s'en allait à la rivière, qui polluait, bien, ça nous faisait ça de moins. On le veut, ce fumier-là, là, pour fertiliser. Les plantes en ont besoin, là. Même que notre troupeau produit pas assez de fumier pour bien fertiliser nos champs, avoir des bons rendements puis des bons gains de poids. On n'en produit pas assez de fumier. On fait venir du fumier des porcheries, les 2 porcheries. Il y en a une qui est à Saint-Gilbert, l'autre qui est aux limites de Saint-Gilbert. On importe du lisier de porc pour bien fertiliser les champs. Puis vous avez aussi une allée sur le côté, peut-être m'en parler? Oui, bien, tout ça a été fait, on y a réfléchi comme il faut. Bien, c'est ça, il y a un passage juste là qui nous permet de changer les groupes de vaches là, en restant toujours à l'intérieur. Les vaches, on fait des jeux de barrières, puis là, les vaches peuvent circuler, ça mène directement à l'étable chaude. Il y a même un enclos là. Ou même par ici, ils pourraient sortir pour aller directement aux étables froides des terres qui sont là-bas. Là, ouais. Puis même la fosse à fumier, initialement, la fosse à fumier, bien, je ne sais pas si on voulait changer de place pour. Bien, on va la voir tantôt. La fosse à fumier, on l'a faite, initialement, elle était comme ça, elle était faite en 1995. Quand on a fait l'étable froide, on s'est trouvé à donner un niveau plus important, plus élevé à l'étable froide.
qui nous a permis de augmenter aussi le niveau de la fosse à fumier pour qu'elle contienne plus. Ouais, vous l'avez mis plus basse. C'est ça. Bien, la fosse était faite pour l'étable, mais c'est celle-là qu'on a faite plus haute pour que ça contienne plus de jus, là. Alors Simon, tu as des assistantes avec nous pour finir l'émission? Oui, c'est ça. C'est Annabelle et Béatrice, mes filles. Quand on leur donne de la bonne viande, là, ça pousse comme ça. Ça fait des beaux enfants. C'est ça. Ben c'est ça, on voulait parler de la viande qu'on produit. Comme on disait, nos veaux, les vaches réussissent à aller monter jusqu'à 800 livres, jusqu'à l'abattage qu'on fait à ce moment-là. Ça fait de la belle viande. C'est de la viande Angus parce qu'on ne l'a pas dit tantôt, mais tous nos taureaux, toutes les vaches sont cimentales pur sang à cause du lait qu'elles sont capables de donner, puis les beaux gains de poids qu'ils sont capables de faire à nos veaux, en plus de la bonne alimentation. Mais les choix des taureaux, c'est toujours des taureaux Angus, soit rouges ou noirs. Le Angus, c'est réputé pour la qualité de la viande que ça donne, la tendreté, le goût. Puis aussi, il y avait des avantages au niveau du veau qui naissait. Ça fait des plus petits veaux, donc plus facile au vêlage pour les mères. Puis un veau vigoureux aussi à la naissance, très vigoureux, qui est capable de se débrouiller tout seul assez rapidement. Donc, toutes les découpes qu'on fait, c'est toutes les coupes imaginables et inimaginables qu'il y a à l'épicerie. Filet mignon, rôti, steak. C'est tout fait, c'est ça. C'est abattu à l'abattoir La France, qui est un abattoir inspecté par le gouvernement à Grand-Mère. Eux nous livrent notre carcasse à notre boucherie qu'on a partie en coopérative avec d'autres producteurs de la région, la boucherie Chemin du Roi qui est à Deschambault. C'est la boucherie qui fait toutes nos découpes à la demande, là, comme nous on veut ou comme le client le veut quand il achète une demi-bête. Il peut choisir telle partie de bête, je veux plus de cubes, plus de brochettes, plus de steak, plus de rôti, plus de steak haché. Fait que ça fait tous ces produits-là. Puis en plus, à la boucherie, on peut faire nos produits transformés, toutes sortes de saucisses, des feuilletés. On a, ben c'est ça, toute la liste de nos produits est sur notre site Internet, là, Élevage bovin Saint-Gilbert. Vous tapez ça, puis vous allez voir, il y a des choix. Là, vous pouvez voir nos produits en quart de bête ou à l'unité. Il y en a qui nous prennent juste du steak haché ou juste quelques paquets de filets mignons ou des choses comme ça. C'est ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. La semaine prochaine, on vous fera découvrir l'entreprise L'Arc-en-Ciel du Paradis. Les fiers propriétaires de cette entreprise sont producteurs d'une grande variété de légumes ainsi que de petits fruits. Soyez des nôtres. Merci et à bientôt.